Bonjour tout le monde, je suis chargé de vous présenter la conduite à tenir devant une dysphagie qui fait partie de votre programme de TD du module de gastro-entérologie. Avant de rentrer dans le vif du sujet, donc nous allons faire un petit rappel anatomique sur l'œsophage. Comme vous savez, l'œsophage est le segment crânial du tube digestif qui est situé entre le pharynx et l'estomac. Il traverse successivement le cou, le thorax, le diaphragme et l'abdomen. Donc c'est un conduit musculo-membraneux permettant le passage des aliments de la bouche vers l'estomac. Donc l'œsophage est divisé en trois parties anatomiques, l'œsophage supérieur ou l'œsophage cervical, l'œsophage thoracique et le bas œsophage ou bien l'œsophage abdominal. L'œsophage supérieur est caractérisé principalement par un sphincter donc qui est la jonction entre l'œsophage et le pharynx. Ensuite, le corps de l'œsophage qui a un rapport anatomique étroit avec la trachée et la crasse de l'aorte. Et le bas œsophage, dont la partie anatomique la plus importante est le cardia, donc qui constitue le deuxième sphincter qui va permettre le passage des aliments. L'œsophage cervical donc des rapports intimes avec plusieurs organes, essentiellement le cartilage thyroïde, la glande thyroïde, la trachée et la crosse de l'aorte. Donc toute pathologie, par exemple un goitre œsophagien ou bien un cancer de la trachée peut comprimer l'œsophage et se manifester cliniquement par une dysphagie dite cervicale. Voici les différents organes ou les rapports de voisinage donc, entre l'œsophage et les différents organes, essentiellement le larynx, la trachée, le pharynx, la base de la langue, l'épiglotte, aussi le nez et le sinus. Donc toute pathologie de la sphère ORL peut comprimer l'œsophage et se manifester cliniquement par une dysphagie, donc on va classer comme une dysphagie haute ou bien une dysphagie cervicale. Donc un œsophage normal, un petit rappel en endoscopie. Vous savez que la muqueuse elle est rose pâle. Il existe deux sphincters, donc le sphincter supérieur de l'œsophage et le sphincter inférieur de l'œsophage, qui est caractérisé par la ligne, ce qu'on appelle la ligne Z, donc qui constitue la jonction entre la muqueuse œsophagienne et la muqueuse de l'estomac. Donc, un œsophage pathologique peut avoir différentes lésions de type anomalie muqueuse ou bien des anomalies malformatives, telles qu'ici, sur l'image à droite, donc vous voyez des taches blanchâtres qui constituent ou qui correspondent à une mycose œsophagienne ou à une candidose œsophagienne, et sur la partie gauche, donc une malformation anatomique qui constitue un diverticule de Zinker. Alors, qu'est-ce qu'une dysphagie? Donc, il faut savoir que la dysphagie est un symptôme et pas une maladie. Donc, la dysphagie est définie par une difficulté ou impossibilité de déglutiture. Donc, il existe plusieurs mécanismes physiopathologiques. Soit la dysphagie peut correspondre à une obstruction organique du conduit pharyngo-œsophagien ou des troubles moteurs œsophagiens. Donc, la principale hantise, c'est le cancer de l'œsophage. Devant toute dysphagie, il faut éliminer en premier lieu un cancer de l'œsophage avant de penser aux autres pathologies. Lorsqu'un malade se présente avec une dysphagie, en premier lieu, il faut préciser les caractères de cette dysphagie, donc par un interrogatoire soigneux, et rechercher des signes associés, donc à travers un examen physique qui devrait être complet. À l'interrogatoire, donc, on doit préciser le terrain, donc essentiellement l'âge, donc l'antécédent de tabac, l'existence de tares associées telles que le diabète, l'éthylisme ou l'alcoolisme chronique, des antécédents digestifs ou extradigestifs médicaux ou chirurgicaux. Donc, devant toute dysphagie, en premier lieu, il faut reconnaître la dysphagie. Donc, dans les cas faciles, il s'agit d'une difficulté franche de la déglutition, se manifestant par un arrêt net, complet ou incomplet du bol alimentaire, donc un niveau quelconque du conduit œsophagien. Dans les cas difficiles, lorsque la dysphagie est discrète, elle correspond à un accrochage alimentaire fugace ou intermittent. Le diagnostic différentiel se fait essentiellement devant une sensation de boule pharyngée, un pyrosis isolé ou bien une anorexie. Il faut préciser les caractéristiques sémiologiques de la dysphagie. Donc, la date d'apparition est un élément très important. Donc, une dysphagie récente ou ancienne donc, correspond à des orientations sémiologiques qu'on va voir par la suite. Le mode de début, donc, est-ce que la dysphagie est brutale ou progressive? Le degré, est-ce que la dysphagie est discrète, nette ou il s'agit d'une aphagie? Les circonstances d'apparition, donc anamnésiques. Il faut rechercher toujours un traumatisme thoracique, investigation instrumentale, un antécédent d'ingestion de produits caustiques ou de corps étrangers, un choc psychoaffectif ou le stress,
Donc, il faut préciser la notion de prise de certains médicaments donc, qui peuvent donner des lésions au niveau de l'œsophage et se manifester par une dysphagie. Donc, il faut préciser le caractère sélectif de la dysphagie. Donc, est-ce qu'il s'agit d'une dysphagie donc, qui est sélective pour les aliments solides, ou bien pour les liquides, ou bien une dysphagie sélective pour les liquides et les solides. Donc, pour le mode évolutif, une dysphagie permanente évoluant d'un seul tenant sans émission avec aggravation rapide ou progressive est en faveur d'une dysphagie organique. Une dysphagie intermittente évoluant par accès avec des périodes de rémission est plutôt en faveur d'une dysphagie fonctionnelle. Donc, les signes accompagnateurs de la dysphagie, donc il faut rechercher toujours une douleur à la déglutition, donc dans la signification sémiologique et l'odynophagie. En dehors de la déglutition, donc recherchez toujours des signes digestifs associés tels qu'un pyrosis ou des régurgitations, qu'elles soient liquidiennes, alimentaires ou sanglantes, une cyalorrhée, des éructations, nausées ou vomissements. Recherchez toujours les signes respiratoires tels qu'une toux nocturne ou une toux à la déglutition, donc qui est en faveur d'une fistule uso-aérienne. Recherchez toujours les signes oropharyngés tels qu'une dysphonie, une altération de l'état général avec amaigrissement sans anorexie. Donc l'examen physique devra être complet et méthodique. Recherche de signes évocateurs accessibles. Donc un goitre par l'examen du cou. Donc l'examen du rachis, on recherche toujours une déformation. Donc un examen de la cavité bucco-pharyngée. Examen de l'appareil respiratoire et cardiovasculaire. Donc, un examen neuromusculaire minutieux. Donc à la recherche de troubles neuromusculaires tels que la myasthénie ou la poliomyélite. Donc un examen cutané donc, pour rechercher une sclérodermie qui, dans 17% des cas, va s'accompagner d'une dysphagie. Donc, recherche de métastases éventuelles. Donc, on recherche toujours les métastases par la palpation du ganglion de Troisier, donc au niveau susclaviculaire gauche, et recherche de masse au niveau hépatique. Donc, le bilan paraclinique, il fait appel en premier lieu à l'endoscopie digestive haute pour rechercher une éventuelle lésion organique et pratiquer des biopsies donc, qui va nous orienter sur le plan anapathe. Donc éventuellement traiter donc, par des dilatations ou proposer un traitement endoscopique tel que les dilatations per-endoscopiques. Donc la radiologie a une place capitale également. Donc on pratique essentiellement une radio de thorax à la recherche de lésions de la trachée ou bien du parenchyme pulmonaire et un transit baryté œsophagien. Donc, les autres examens utiles lorsque la fibroscopie est normale et lorsqu'on ne trouve pas de lésions extra-œsophagiennes. Donc à ce moment-là, donc, la manométrie œsophagienne trouve sa place pour rechercher les lésions fonctionnelles. Et la pH-métrie, donc pour rechercher les reflux œsophagiens donc, qui vont se manifester ultérieurement par une dysphagie. Donc, quelle étiologie des dysphagies? Il faut savoir qu'il existe plusieurs étiologies et par ordre anatomique. Donc, il existe des causes oropharyngées, essentiellement infectieuses, telles que l'amygdalite, la pharyngite chronique ou la diphtérie. Donc, ils vont se manifester essentiellement par une dysphagie dans un contexte infectieux, donc fièvre, un syndrome inflammatoire, et elles s'accompagnent généralement d'une douleur à la déglutition ou odynophagie. Donc, les causes tumorales au niveau de la sphère ORL peuvent se manifester par une dysphagie telle qu'une tumeur de la base de la langue, une tumeur amygdalienne, une tumeur du pharynx, tumeur du larynx ou une tuberculose hypertrophique du larynx. Donc les causes neurologiques telles que la sclérose latérale amyotrophique, dermatomyosite, une dystrophie musculaire oculopharyngée ou une myasthénie grave, syringoglobulie ou encéphalite, toutes ces causes neurologiques peuvent se manifester cliniquement par une dysphagie donc qui est fonctionnelle. Donc c'est une dysphagie qui est secondaire aux lésions neurologiques ou bien aux lésions neuromusculaires. Donc, en second lieu, il faut éliminer les dysphagies par compression péri-œsophagienne. Donc, essentiellement, c'est les dysphagies secondaires aux compressions de pathologies liées au cou et au rachis cervical, telles qu'un goitre volumineux, un cancer de la thyroïde, une thyroïdite, un abcès froid cervical, donc qui rentre dans le cadre du mal de Pott, bien une arthrose cervicale prononcée. Une dysphagie d'origine œsophagienne. Donc, il existe deux types de dysphagie d'origine œsophagienne, donc les causes organiques qu'on devrait éliminer en premier lieu et les causes fonctionnelles. Donc, on va commencer par les causes organiques. Donc, il existe plusieurs malformations œsophagiennes congénitales, telles que l'atrésie œsophagienne, qui est une malformation congénitale chez qui le diagnostic peut être posé par l'endoscopie digestive ou bien par le transit œsogastro-duodénal baryté. En second lieu, les œsophagites d'origine infectieuse. Donc, les œsophagites d'origine infectieuse, qu'elles soient spécifiques ou non spécifiques,
donc non spécifique à pyogènes banaux, tuberculose œsophagienne, donc syphilis tertiaire, rarissime, ni mycoses œsophagienne telle que le Candida albicans, qui est une pathologie très fréquente qui survient essentiellement chez les sujets immunodéprimés, diabétiques ou bien porteurs d'une infection d'immunodéficience humaine. Donc, la symptomatologie clinique, généralement, c'est une dysphagie avec odynophagie et l'aspect endoscopique d'œsophagite pseudomembraneuse, tel que l'image que je vous ai montrée auparavant. Donc, c'est des taches blanchâtres le long de la muqueuse œsophagienne. Donc, le diagnostic, il se fait essentiellement par l'endoscopie digestive et parfois on fait des prélèvements donc, à la recherche de germes spécifiques tels que la tuberculose. Donc, l'œsophagite peptique, c'est une complication du reflux gastro-œsophagien. La symptomatologie à caractère postural, donc le patient se plaint d'antécédents de pyrosis, régurgitation et éructation. Donc le patient généralement est porteur d'un tableau de reflux gastro-œsophagien, donc une douleur épigastrique et ou rétrocernale. Donc la dysphagie, elle se manifeste en cas de sénose peptique secondaire au reflux gastro-œsophagien. Donc, le diagnostic s'effectue essentiellement par les données radio-endoscopiques et le traitement il fait appel au traitement par inhibiteur de la pompe à protons et dans les formes sévères des sénoces peptiques, on peut être emmené à réaliser des gestes endoscopiques tels que la dilatation. Donc, l'œsophagite caustique est une pathologie qui est très fréquente, secondaire aux injections de produits caustiques accidentels ou volontaires. Donc, la fibroscopie elle est pratiquée dans le cadre de l'urgence et dans l'évolution de l'œsophagite caustique, un mois après l'ingestion de produits caustiques, généralement les malades présentent des cénoses qui vont se manifester par une dysphagie et le diagnostic est fait par l'endoscopie digestive. On peut proposer soit une dilatation endoscopique ou bien un traitement chirurgical. L'œsophagite post-radique, généralement, c'est dans un contexte particulier. Par exemple, une femme qui a un néo du sein. Donc, lorsqu'on pratique une radiothérapie, donc la radiothérapie va provoquer des lésions au niveau de l'œsophage et qui va se manifester par une dysphagie. Donc, pensez à l'œsophagite post-radique dans un contexte particulier de cancer. Donc, chez un patient qui a bénéficié d'une séance de radiothérapie dans la région œsophagienne. Donc, la maladie de Crohn à localisation œsophagienne est une maladie qui est très rare donc, mais peut toucher la muqueuse œsophagienne et se manifester cliniquement par une dysphagie. L'œsophagite peptique, c'est une complication, donc on a parlé déjà de l'œsophagite peptique. Donc les causes tumorales, donc essentiellement le cancer œsophagien. Donc, le cancer œsophagien, généralement survient sur un terrain sujet âgé, alcoolo-tabagique. Les caractéristiques sémiologiques de la dysphagie, c'est une dysphagie récente, d'aggravation progressive, d'abord au solide, puis au liquide, puis aphagie. Des douleurs rétrocernales telles que des régurgitations sanglantes, sialorées ou hoquets, régurgitation d'aliments digérés, altération de l'état général rapide, parfois une hépatomégalie tumorale et on recherche le ganglion de Troisier dans les formes métastatiques. L'examen ORL est essentiel à la recherche de tumeurs synchrones. Dans 17% des cas, un cancer œsophagien est associé à une tumeur de la sphère ORL. Les tumeurs bénignes de l'œsophage sont rares, surtout le léomiome. Et il faut rechercher toujours des causes générales telles que la sclérodermie, donc qui va se manifester par une dysphagie, une neuropathie alcoolique ou bien une neuropathie diabétique. Les autres causes de diverticules de Zenker donc survient essentiellement chez les sujets âgés. Donc c'est une malformation congénitale qui va se manifester par un diverticule donc où il y a un risque de perforation lors de la réalisation de l'endoscopie digestive. Généralement la manifestation clinique une dysphagie donc associée à des régurgitations et une toux nocturne. Donc l'anneau de Chatsky, donc qui est une malformation congénitale qui va se manifester par une sténose œsophagienne et cliniquement elle se manifeste par une dysphagie. Le diagnostic il est posé facilement par l'endoscopie digestive. L'ingestion de corps étrangers, donc qui va se manifester par un tableau de dysphagie aiguë chez un enfant ou un sujet attardé mental. Donc, et le diagnostic il est posé facilement par la radiologie TOGD ou bien la fibroscopie œsogastro-duodénale et on peut pratiquer un geste endoscopique pour extraction de corps étrangers et la dysphagie elle va disparaître par la suite. Ensuite, on va aborder la pathologie fonctionnelle œsophagienne. Donc, un patient qui présente une dysphagie donc avec des caractéristiques sémiologiques d'une dysphagie fonctionnelle. En premier lieu, donc, on réalise une fibroscopie pour éliminer une dysphagie d'origine organique.
Et si on ne trouve rien, donc une fibroscopie normale, donc avec un malade qui présente un tableau de dysphagie, à ce moment-là, il faut penser aux pathologies fonctionnelles œsophagiennes. Donc la pathologie la plus fréquente est l'achalasie ou le méga-œsophage idiopathique, donc, qui correspond à une raréfaction des plexus myotériques de Messner et Auerbach au niveau du bas œsophage. Cliniquement, la dysphagie elle se caractérise par une dysphagie paradoxale. Paradoxale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une dysphagie donc, qui va être sélective ou liquide. Donc les liquides ne passent pas, mais les solides passent. Donc c'est une dysphagie paradoxale qui correspond à une dysphagie d'origine fonctionnelle. Transit baryté œsophagien peut montrer une dilatation du corps de l'œsophage avec un rétrécissement en queue de radis ou en bec d'oiseau à la portion terminale de l'œsophage, ou bien un aspect en chaussette au stade tardif de la chalasie. À la fibroscopie, on peut objectiver un œsophage dilaté atone sans lésion au niveau de la muqueuse œsophagienne. Donc le signe caractéristique, c'est le signe de ressaut au franchissement du cardia, recherche d'un petit cancer du cardia ou d'une dégénérescence maligne, donc qui peut donner une pseudo-achalasie secondaire à un cancer du cardia. La manométrie œsophagienne est l'examen de première intention donc pour porter le diagnostic de troubles moteur œsophagiens. Donc, on objective un hypopéristaltisme du corps œsophagien, une hypertonie du sphincter inférieur de l'œsophage au repos, absence de relaxation du sphincter inférieur de l'œsophage lors de la déglutition. Donc le traitement il est essentiellement médical, fait appel aux dérivés nitrés, donc avec des effets temporaires. On peut pratiquer des dilatations pneumatiques dans les formes sévères. Et le dernier recours, donc c'est la chirurgie. On pratique une cardiomyotomie de RR pour soulager les patients. Deuxième pathologie fonctionnelle la plus fréquente est la maladie des spasmes diffus de l'œsophage, donc qui se manifeste cliniquement par une douleur rétrocernale et une dysphagie. L'examen clinique est généralement normal. Le transit baryté de l'œsophage montre un aspect en tire-bouchon avec un aspect en collier de perles. L'endoscopie peu utile au diagnostic. L'examen de prédilection, c'est la manométrie œsophagienne, donc qui va nous montrer des contractions œsophagiennes amples et de durée très importante. En conclusion, donc, il faut savoir que la dysphagie est un symptôme donc, qui peut être à l'origine de plusieurs pathologies. La principale hantise du cancer de l'œsophage nécessite d'un interrogatoire soigneux et un examen physique complet, et l'endoscopie digestive haute est l'examen primordial ou essentiel pour porter le diagnostic, qu'elle soit normale ou anormale. Donc il faut penser toujours à faire une endoscopie digestive haute devant une dysphagie. Je vous remercie de votre attention. Donc, pour vos questions, vous pouvez m'adresser vos questions donc, par email. Merci de votre attention.